échange toi avec Michel Ndoki pendant 30 minutes. On vous a vu prendre beaucoup de notes pendant la première partie de cette émission. Nous avons suggéré de discuter de la place de l'opposition, du statut de l'opposition, avec notre invité central ce soir, mais vous pouvez prendre des libertés, puisque nous avons été pris de court par les annonces faites au courant de cette émission. Vous pouvez rester sur la brèche. Oui, vous m'avez envoyé le fil conducteur pour parler effectivement du statut de l'opposition au Cameroun et éventuellement de la notion d'État unitaire au Cameroun. C'est ça. Moi, j'aurais inversé les choses. Je crois que ce problème de l'unité nationale me paraît essentiel aujourd'hui. Les Camerounais doivent pouvoir faire la distinction entre les offres et entre les possibilités, les hypothèses que les acteurs politiques leur offrent. Je crois que c'est important, plus important peut-être que le statut de l'opposition. Noir de Flore, sœur. Alors, j'ai redit bonsoir à Maître, lui souhaite la bienvenue chez elle. Vous êtes arrivé ce matin de Côte d'Ivoire, j'espère que le séjour a été instructif. Vous êtes occupé de vous-même, mais qu'avez-vous retenu? Est-ce que vous êtes une femme politique dont la politique en Côte d'Ivoire a dû vous intéresser aussi? Qu'avez-vous appris là-bas pendant ce long séjour, relativement long? Parce que la Côte d'Ivoire, je pose la question parce que c'est un pays frère, nous sommes tous des colonies, d'anciennes colonies françaises, même si nous n'avons pas eu le même statut qu'en tant que pays sous tutelle, mais nous avons été encadrés par la même puissance tutélaire et ce pays a connu une histoire tumultueuse ces 20 dernières années qui doit nous enseigner quelque chose. Moi, j'ai eu à discuter avec des acteurs politiques ivoiriens avant et après la crise, les multiples crises qu'ils ont connues. Un séjour d'un acteur au cœur des tumultes activités politiques au Cameroun peut apprendre beaucoup en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Très clairement, justement, ça. Comment est-ce que l'on tire les leçons d'une crise politique, sociale et d'une catastrophe humaine? Et comment on revient au centre? Le centre, c'est que les outils, les leaders, les appareils sont là pour servir la communauté, ce n'est pas l'inverse. J'ai eu le privilège d'être invitée à la cérémonie qui consacrait la création du parti politique de M. Laurent Gbagbo. J'ai eu la chance de rencontrer des leaders politiques du RHDP, du PDCI. Et une chose me frappe, c'est la confiance dans laquelle ils sont les uns et les autres, de ce qu'ils peuvent exprimer leur opinion, leur position, avec sérénité. Ça, c'est quelque chose que vous avez demandé ce que je... Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, pas hier. Parce que hier c'est ce qui est beaucoup de sang a coulé hier. La démocratie ayant pour but de pacifier justement ces échanges, ces relations politiques. Malgré cette instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire, beaucoup de sang a coulé, beaucoup de haine est née, beaucoup de tribalisme. Nous sommes heureux, comme dans d'autres pays africains, que une situation quasi normale soit instituée là-bas et qu'il y ait une réconciliation nationale qui avance. Je pense que ça peut vous instruire, vous. Nous allons parler du statut de l'opposition dans vos initiatives politiques en espérant que justement votre séjour là-bas vous a appris beaucoup de choses dans la manière de proposer des alternatives politiques aux Camerounais. La méthode. Est-ce que vous n'avez pas vu chez certains des regrets, des remords? Est-ce qu'ils ne vous ont pas dit, ma sœur camerounaise, ne tombez pas dans le piège où nous sommes tombés? En tout cas, j'ai été impressionnée de voir à quel point ils pouvaient les uns et les autres exprimer leur opinion en toute sincérité et en toute franchise, de manière complète.
sans craindre pour leur vie, et impressionné de ce que cela produit pour la Côte d'Ivoire. Alors, je ne me prononce pas sur les questions de politique des États parce que je crois que c'est le respect que nous devons avoir pour eux. Chaque nation a des personnes intelligentes et compétentes pour parler, construire, décider ce qui les concerne. Comme vous l'avez dit, j'en ai profité pour apprendre. Et ce que j'ai appris, c'est ce que peut faire la capacité de tous à accepter les propositions. Et c'est avec cette leçon que je reviens ici. Je reviens ici pour démontrer, convaincre et implémenter cette façon de voir la construction d'une nation. Une manière qui tient compte des opinions, surtout quand elles sont divergentes, pas même, surtout quand elles sont divergentes, qui valorise les opinions divergentes parce qu'elles ne vous mettent pas en danger, elles vous poussent à vous améliorer, qui permettent de comprendre que quand on fait taire la contradiction, on fait taire la possibilité d'atteindre le bien. Et la situation actuelle de notre pays est la conséquence, je suis contente que vous mettiez le doigt là-dessus, est la conséquence directe d'une option qui a été prise par les tenants de l'autorité de l'État pour faire taire la contestation en croyant ainsi amener la cohésion dans l'action sociale. La leçon que je tire, c'était déjà une conviction, la leçon que je tire, c'est que c'est cette approche qui fait exploser l'État. C'est cette approche qui fait exploser l'unité. Celle qui consiste à dire, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, faites en sorte qu'on ne l'entende pas. Premièrement, ça ne marche pas. Et vous avez un certain nombre d'expériences récentes pour en être convaincu. Deuxièmement, vous n'obtenez jamais ce résultat. Vous devez amener les personnes que vous dirigez, les personnes avec qui vous cohabitez, à être convaincus que c'est bon pour elles. Et ça se fait en les écoutant. Alors, je vous ai bien écouté, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que ce que vous faites, c'est de la manipulation pure. Une duplicité qui utilise toutes ces notions républicaines, ces valeurs universelles que nous désirons, auxquelles nous aspirons tous. Le premier en est le chef de l'État. Vous avez beau le noircir, il est réputé pour être quelqu'un de tolérant, justement, et de républicain. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je vais vous demander, et je vous ai posé la question que vous avez appris en Côte d'Ivoire, et je voulais vous demander si, puisque vous n'avez pas été clair dans votre réponse, si vous espérez, vous escomptez changer de méthode. Le problème, à mon humble avis, n'est pas le refus de la contradiction. Vous voyez, au sein du RDPC, il y a plusieurs tendances. Nous menons des débats internes, voire publics. Il y a d'autres partis de l'opposition. Il y a 300 partis politiques de l'opposition au Cameroun. Ces partis s'expriment librement.
Je vous verrai. La prochaine fois qu'il revienne... Est-ce que cette recherche effrénée d'un héroïsme mythique ne vous amène pas à sortir de la nécessité d'un débat posé, pondéré, d'une acceptation des règles de la démocratie? Les règles de la démocratie, c'est-à-dire on offre, le peuple choisit. C'est vous qui avez tenté un coup d'État au lendemain des élections présidentielles de 2018. Est-ce que vous pensez que tenter un coup d'État au lendemain d'une élection présidentielle de 2018, et impunément d'ailleurs, vous n'avez pas été puni pour cet acte très grave contre la démocratie, est-ce que vous pensez que c'est ça le débat contradictoire dans une démocratie, une république, avec tout ce que vous évoquez comme aspiration à un état de droit? Tout ce verbiage est très bien, mais les actes que le MRC a eu à poser dans cette scène politique qui est démocratique depuis l'arrivée du président Paul Biya, et ensuite depuis 1990 où il y a le multipartisme, est-ce que vous pensez que ce sont ces méthodes-là qui favorisent le débat contradictoire? Pour dire clair, est-ce que vous pensez rectifier la ligne du MRC, la ligne méthodologique et stratégique du MRC, et donner aussi un contenu idéologique? Nous allons revenir dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, je présente ma candidature au poste de président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun avec l'idée, la détermination à poursuivre le travail que nous avons commencé et construire un modèle politique différent pour le Cameroun? Il n'y a aucun doute là-dessus. La réponse est oui. Quel est le modèle politique dont nous avons besoin? On l'a dit tout à l'heure, il faut que les différents corps intermédiaires fonctionnent. Et pour qu'ils fonctionnent, il faut que ceux pour qui ils fonctionnent s'assurent qu'ils fonctionnent. La démocratie peut se mourir de ne pas... Pour un pays qui n'est pas le leader qui est déterminé à la faire vivre. Mais fondamentalement, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les personnes que l'on lead, est-ce qu'elles acceptent ou n'acceptent pas de suivre le leader dans la direction dans laquelle il les entraîne, et est-ce que cette direction est la bonne? C'est cette acceptation qui fait la différence. Et dans le contexte camerounais actuel, le débat politique, je l'ai observé de loin, a dérivé lentement d'un débat, merci de l'avoir rappelé, en 2018 sur le type de Cameroun que nous voulons. Vous aviez des gens qui, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, présentaient des programmes et pas des personnes. Ils disaient, moi je crois en la sociodémocratie, moi je crois à un modèle socio-libéral. Je veux l'asseoir sur des valeurs de famille et d'entreprise. Et ça, ce sont des exemples, Monsieur Atemengue, de l'idéologie du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Moi je crois au libéralisme pur. Cela, vous n'êtes pas très éloigné de l'idéologie RDPC. Et nous avons vu ce que cela pouvait faire pour l'engouement de la population camerounaise, des citoyens, des électeurs camerounais, de poser enfin la vraie question. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre nation? Mais à partir du moment où on a dérivé vers est-ce que tu avais le droit de parler? Comment est-ce que tu t'es exprimé? Est-ce que tu mérites la sanction que je t'ai infligée? Est-ce que tu avais le droit de dire ceci? À partir du moment où on commence à transformer un débat sur l'authenticité ou la fidélité des résultats des élections présidentielles en un débat sur la victoire de telle ou telle personne,
on franchit un cap, on s'éloigne de ce que nous étions en train de faire, trouver quelque chose qui fonctionne pour la communauté. Puis petit à petit, vous vous retrouvez avec des leaders qui se disputent sur le plateau pour savoir lequel trahit le mieux ou le moins bien la démocratie. Et vous entendez des mots comme ce que vous dites là quand vous parlez d'état de droit et de nécessité de restaurer l'état de droit au Cameroun, c'est du verbiage. On en est là. Non, Parler de la démocratie et de l'état de droit au Cameroun, c'est du verbiage. Ce qu'il faut faire, c'est confronter des personnes, confronter des ambitions politiques personnelles et mettre de côté la raison pour laquelle on devient maire. Je dis... Eh bien, verbiage, pour moi, ne vous justifiez pas, le terme, c'est pour les téléspectateurs. Nous débattons. C'est vous qui faites du verbiage. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Quand je parle de l'état de droit, quand je parle du Cameroun que nous méritons, je fais du verbiage. Pour vous parce que vous agissez tout à fait dans le sens contraire de ce que vous dites. C'est cette duplicité qui caractérise spécifiquement votre parti politique, en tout cas les leaders de vos partis politiques, et vous-même en particulier, puisque ce que vous agissez, j'ai pris des exemples. Le premier, avant même l'élection présidentielle, le premier acte post-électoral, ça a été cette déclaration de victoire qui s'assimilait à une tentative de coup d'État. Ce n'est pas un état de droit de le faire. Ce n'est pas dans un état de droit qu'on peut le faire. Justement, donc vous faites du verbiage en faisant croire aux Camerounais que vous êtes des anges, des hommes qui défendent les libertés, la démocratie, la République. Mais sur le terrain, vous faites tout le contraire de ce que ces Camerounais attendent. C'est pour ça que je dis, vous faites du verbiage sur ces questions, vous. Ça ne veut pas dire que ces questions relèvent du verbiage. Et votre responsabilité est de ne pas vous y laisser entraîner. Votre responsabilité est de ne pas vous y tromper. La conversation reste et demeure la construction de notre nation. Où est-ce que nous en sommes en termes économiques? Comment est-ce que la crise Covid, la guerre inutile qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest, la situation sécuritaire à l'extrême nord, la situation sécuritaire à l'est, comment est-ce que cela a impacté le vivre en commun au Cameroun? Comment est-ce que cela a transformé notre capacité à être bien chez nous? Voilà ce dont il s'agit de parler. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Hein. Chaque fois. Et je vais vous dire pourquoi. Alors laissez-moi dire ce que je vais dire puisque vous êtes d'accord pour une fois. Chaque fois que l'on s'éloigne de ça et que l'on va vers des conversations sur ce que tel leader a fait ou n'a pas fait, je vous invite à décrocher. D'ailleurs, c'est ce que vous faites et c'est ce que je respecte. Parce que fondamentalement, nous voulons que cette nation se relève. Et il y a tellement de choses à faire, tellement de défis à relever que nous n'avons pas le temps pour des disputes enfantines entre personnes qui se prétendent revêtues d'une autorité. Quelle qu'elle soit, je ne parle pas, je veux que ce soit clair, d'un parti politique en particulier. Je dis qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour moi de parler d'autre chose que de ce qui devrait nous préoccuper. Que pense le FMI de la situation actuelle du Cameroun en ce qui concerne sa capacité à payer sa dette extérieure? Monsieur Atemengue, que pensent les enseignants des négociations qui ont été menées par un ministre dont ce n'était pas le portefeuille par rapport à leurs revendications? Que pensent les populations de Dikolo de la conversation qu'elles ont eue avec le gouverneur? Voilà les choses qui nous intéressent. Je suis parfaitement d'accord les jugements avec vous, de valeur, les qualificatifs, ce n'est pas un problème. Je suis d'accord avec vous. C'est d'autant plus que
aussitôt descendu de l'avion de votre congé sabbatique, vous vous préoccupez de ces questions. Les élus du Cameroun, l'administration camerounaise, tous les jours, de lundi à dimanche, s'en occupe. Pendant vos 6 mois de congé, on s'en occupait. Vous aurez dû être de la même promotion d'élus que moi en 2020. Votre stratégie politique vous êtes vous sûr a... qu'elle aurait été élue? Elle aurait pu, si elle était candidate, on ne peut pas préjuger, mais elle n'a pas été candidate. Ce n'est pas moi, ce sont ces électeurs qui auraient décidé là où elle allait se présenter à cette élection. Mais vous ne vous êtes pas présenté, votre parti s'est aligné comme des moutons derrière votre leader, et malgré que les dossiers étaient prêts, vous n'avez pas déposé ces dossiers, ce d'autant plus que vous n'en aviez pas suffisamment sur tout le territoire national, ce qui était honte pour un candidat qui se disait élu par les Camerounais. Donc, si vous rentrez de votre congé sabbatique, c'est bien de se préoccuper de ces questions. Le FMI travaille tous les jours avec le gouvernement légal et légitime. Les élus, sénateurs, députés, maires accompagnent le gouvernement pour faire en sorte que les difficultés issues de ces crises Covid. Moi, je n'ai pas dormi en tant que conseiller municipal pendant des mois pour sensibiliser, donner des morceaux de savon, essayer de donner des masques aux populations vulnérables. Aujourd'hui, où la vie, l'inflation monte et galopante dans toute l'économie mondiale, aucun responsable étatique ne dort. Aucun responsable étatique ne dort. En tout cas, il dort moins que vous, justement parce que il faut trouver 300 milliards pour subventionner le carburant, afin que chacun de nous ait le prix à la pompe qui ne grimpe pas de 30-40%, comme c'est le cas dans d'autres pays modernes qui ont même un système social, comme en France. Mais le prix de l'essence grimpe là-bas. Pour que les produits de première nécessité n'augmentent pas et que les plus faibles ne se sentent pas écrasés, ne meurent pas de famine. Donc, tous les jours, je vous rassure, c'est ce que ceux qui sont ici sur place, ceux qui travaillent de lundi à dimanche, font. C'est bien que vous veniez retrouver notre communauté nationale et aussitôt descendu de l'avion, que vous vous occupiez de ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est des questions majeures et c'est ça qui occupe les autorités au jour le jour. Maintenant, on peut revenir sur d'autres débats de Je fond. vais d'abord réagir en moins d'une minute. Je vais d'abord réagir là-dessus. Oui, vous allez réagir. Non, je vais réagir maintenant. L'État unitaire, je suis contente de savoir que vous ne dormez pas, que vous travaillez énormément. Contente, c'est une façon de... Contente pour vous, parce que je pense que c'est ce qui vous donne bonne conscience. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un dire ça, j'étais assise où vous étiez. La table était un peu plus ronde, ici. Et cette personne, c'était M. Louis-Paul Moutazi. De ce côté-là où je suis assise, il y avait M. Jacques Famendongo. À côté de lui, il y avait M. Emmanuel Nganou-Djumessi. On était le 31 décembre 2016. Et ils étaient en train de faire le bilan de leur action. Et c'était ça le bilan qu'ils faisaient. On ne dort pas, on travaille. On travaille avec le FMI. À l'époque, déjà, on parlait du FMI. On ne dort pas, on ne travaille pas, on travaille sans arrêt. Soyez rassurés, mesdames et messieurs, votre situation nous préoccupe. Je vais vous répondre ce que je leur ai répondu à l'époque. Ça nous est égal, parce que vous ne produisez aucun résultat. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus persuadés que vous n'en produirez jamais, parce qu'au lieu de vous interroger sur vos résultats, vous vous interrogez sur la manière dont on vous critique et sur le type d'opposition que vous devez avoir en place. Premièrement. Deuxièmement, parce que, au lieu de vous demander ce qui n'a pas fonctionné, année après année, dans ce que vous faites, vous revenez année après année nous répéter que vous ne dormez pas. Ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes à peu près clairs sur le fait que ce n'est même plus la peine de leur dire que ça ne fonctionne pas, parce que ça n'y changera rien. Vous avez vu, messieurs, depuis quelque temps, des gens se lever pour prendre leur destin en main. Si vous n'avez pas de sensibilité par rapport à ce que
certains leaders vous disent, parce que vous les classez dans une catégorie et que c'est une catégorie que vous ne pouvez pas écouter. Écoutez vos concitoyens, écoutez les enfants de ma terre, parce que de toute façon, ce pays changera. Soit avec tout le monde, tous les jours. soit en dépit de ces Il change tous les jours et il n'a pas besoin de changer dans votre direction. Mais je voulais surtout revenir sur l'État unitaire parce que je crois que c'est un débat fondamental. Et avant l'élection présidentielle de 2018, vous avez dit que pour une fois, il y avait des offres politiques claires. En la matière, et pourtant c'est vital, le MRC n'a pas été clair. Je crois à l'époque avoir entendu que vous proposiez d'organiser un référendum, comme sur beaucoup de questions majeures. Ça veut dire que vous ne vous étiez pas déterminé, vous n'aviez pas de position, d'offre claire sur les problèmes essentiels, que vous organiseriez un référendum une fois que vous êtes élu, un chèque en blanc donc, et que les Camerounais décideront. On n'allait pas vous élire pour ensuite dire à ceux qui vous ont élus qu'ils vont décider. Est-ce que sur ce plan vous avez évolué? Je le dis parce que là je m'adresse à nos compatriotes. Ce débat sur la forme de l'État est essentiel. Pourquoi? Parce que même si nous avons plus de 300 partis politiques, c'est quand même un sujet aujourd'hui où il faut que nos compatriotes fassent une distinction claire entre ceux qui offrent, qui maintiennent. Vous avez évoqué le rêve tout à l'heure que vous voulez vendre aux générations à venir, parce que nous tous nous faisons, c'est pour ces jeunes, ce n'est pas pour nous. Ce rêve-là que les pères fondateurs nous ont légué, une certaine vision de l'unité nationale, c'est fondamental. Une certaine vision de l'identité camerounaise, multiculturelle, mais unie dans un cadre universel, l'universalité des lois, l'universalité d'un certain nombre de valeurs. C'est pour ça d'ailleurs que la constitution de l'État fédéral, au départ, avait, par souci d'universalité, d'unifier le Cameroun, avait relayé toutes les compétences, toutes les attributions à l'État fédéral. Je crois qu'il n'y a que la compétence d'hygiène et salubrité qui restait aux États fédérés. Et pour simplifier les choses, on a poursuivi cette entreprise d'unification. Il y a aujourd'hui des Camerounais qui remettent en cause ce rêve, soit par paresse intellectuelle, soit par paresse politique, soit par incompétence politique aussi, puisque lorsque on veut niveler cette République par le bas, par des clivages communautaires, d'aucuns proposent même le fédéralisme communautaire, pour ne pas dire même la sécession, parce que certains de vos camarades, vous avez dit que d'aucuns ont fui tout à l'heure le bateau. Ceux qui sont entrés dans votre bateau, on en a vu financer, faire des mains levées pour financer les sécessionnistes, pour soutenir une certaine idée. Et ça a peut-être dû faire fuir plus d'un de vos camarades. Et est-ce que au MRC, vous avez clarifié cette position sur la notion, la vision que vous avez de l'État unitaire? C'est très important parce que le fédéralisme au Cameroun comporte un risque. Ce n'est pas parce que le fédéralisme existe ailleurs. Il comporte un risque, c'est qu'il tourne très rapidement au fédéralisme communautaire. Au Cameroun, j'estime même d'ailleurs que dire fédéralisme communautaire est une tautologie. Au Cameroun, dans le contexte que nous connaissons, fédéralisme veut dire communautarisme et division ou organisation de l'État sur des bases sociologiques. Or, nous offrons, nous, républicains, majorité présidentielle et d'autres partis de l'opposition, en premier l'UPC, qui doit incarner ce que leurs pères fondateurs ont laissé. Nous offrons une universalité et surtout une communauté de territoire, une communauté nationale. Je suis maire d'Ongoumou, d'un territoire. L'intégration nationale que nos pères fondateurs ont voulu voudrait que un Amadou, un Ademengue, un Kamga, un Kamdem qui se retrouve à Douala
à Yaoundé, à Soit Bamenda, Medellin. soit chez eux. Attendez, soit chez eux. Soit chez eux. J'ai l'impression Et qu'il faut que je fasse eux, comme tout le monde, je coupe la parole. ils ne sont pas clairs. Que je me mette à mais parler par en même contre, temps que les autres. Je trouve ça la un peu duplicité difficile. que je constate en eux, c'est que un jour, ils sont avec les sécessionnistes parce qu'ils ont des amis qui les financent. Un autre jour, ils Il faut disent qu'ils peut-être sont... illustrer les accusations sur le financement. Ils sont Mais c'est un autre débat. Nous allons permettre à Michel Ndoki de C'est pas réagir. moi qui... Tous les Camerounais sont au courant, ils ont vu. Non, mais vous êtes un intellectuel, Jean-Baptiste Atemen. Vous n'allez pas dire je connais les choses aussi trivialement. Non, je connais très bien. Vous n'allez pas dire qu'on les connaît. Vous savez très bien que j'ai été un leader politique de la diaspora. Et vous savez très bien, je connais tous les pères fondateurs. On peut les poursuivre. Ou beaucoup du MRC en Europe, Célestin Djamène, Henri Ndjoko, je les connais très bien pour les avoir pratiqués, Maître Ngayeb, je les connais très bien pour les avoir pratiqués. Le MRC Basse, votre LDU, je connais très bien les acteurs. Donc je n'ai pas besoin d'être intellectuel pour constater sur la scène politique ce que je vis avec eux depuis l'Europe. Voilà. Non, Nous vous écoutons, Michel Ndoki. Je crois que la question de l'unité nationale et de la distinction entre la notion d'unité nationale et la notion d'État unitaire est une question extrêmement importante. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Je crois effectivement que on a fait un pari au moment de l'indépendance qui était de dire nous allons utiliser des outils pour construire l'unité nationale. Sur ce point-là aussi, je suis d'accord avec vous. Ça fait plus de 60 ans. On doit faire un bilan. Là où nos chemins se séparent, c'est que le bilan n'est pas fait. Il n'est pas fait. Mais que la volonté derrière continue d'être affirmée et réaffirmée et martelée. Et je l'ai dit tout à l'heure, la question de savoir quelles sont les intentions et si on travaille n'est pas pertinente. La seule question pertinente aujourd'hui, c'est est-ce que ça fonctionne? Obtenons-nous des résultats? Quand ça fonctionne, ce n'est pas une raison. Ça ne va pas être possible du tout. Oui, on est dit, ça ne va pas être possible du tout. On réfléchit religieusement, s'il vous plaît. C'est ça où je voulais... la politesse. C'est soit vous c'est vous l'invité. Si vous me laissez, c'est pas moi. Eh bien, dans ce cas, sur l'État unitaire, c'est une forme d'organisation politique. La définition en est que tout le pouvoir politique et toutes les décisions concernant l'État sont prises par un organe central. C'est ça, État unitaire. Il peut être déconcentré, centralisé, décentralisé, mais c'est ça, l'État unitaire. On oppose, en général, et même dans le débat ici, l'État unitaire et l'État fédéral. Parce que, dans le cas de l'État fédéral, toutes les décisions ne sont pas prises par un pouvoir central. Certaines décisions sont déléguées à des entités régionales. Une fois qu'on a dit ça, les spécialistes vous diront que la distinction entre les deux est très très loin aujourd'hui d'être aussi nette que le débat aujourd'hui voudrait le laisser penser. Vous avez des confédérations comme la Confédération helvétique qui sont des réunions d'États unitaires. Vous avez des fédérations comme les États-Unis qui sont des ensembles où ce sont les États fédérés qui délèguent une partie de leur pouvoir à l'État fédéral. Et vous avez des fédérations comme celle du Nigeria où c'est l'État fédéral qui délègue, et ça a été le cas à une certaine époque au Cameroun, qui délègue une partie de ses compétences, une partie de ses éléments de souveraineté aux États fédérés. En tout état de cause, ce sont des outils. Nous constatons que
ces outils, l'outil qui a été mis en place ici, 60 ans après, ne fonctionne pas, il dysfonctionne. On ne peut pas admettre qu'un gouvernement, qu'un chef d'État qui a conduit la destinée de la nation pendant 30, 35 ans d'affilée, qui a choisi son gouvernement, choisi son action, dise aujourd'hui, et il ne le dit pas d'ailleurs, qu'il n'est pas responsable de la fragilité de l'État à l'heure actuelle, qu'il n'est pas responsable de la dégradation du sentiment d'unité nationale. Et là, je voudrais passer à la deuxième chose. L'unité nationale, ce n'est pas un système, c'est un état d'esprit. On se sent américain, comme on se sent français, peu important. Vous en êtes déjà venu, c'est mon tour. Non. Peu important à cet égard que l'État soit fédéral ou unitaire. L'unité nationale, c'est un sentiment. C'est quelque chose que l'on cultive. C'est quelque chose, c'est une émotion que l'on suscite. Et l'action d'un gouvernement, à un moment donné, l'action de l'État doit viser à stimuler ce sentiment, qui est un sentiment naturel, au Cameroun comme ailleurs. Naturellement, on ne voit pas de problème à se marier entre personnes de tribus différentes. Naturellement, on ne voit pas de problème à quitter sa ville pour aller s'installer dans une autre ville au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Naturellement, on n'a pas de problème à avoir un voisin anglophone quand on est francophone. Nous n'avons pas de problème avec le fait de regarder le match des Lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations, que l'on soit à Tokombéré ou à Bambili. Donc, le sentiment n'est pas un problème. C'est un sentiment que l'État n'a pas d'effort à faire pour créer. En revanche, il doit être extrêmement attentif, et c'est ce que nous proposons au MRC, il doit être extrêmement attentif à son action, parce que de mauvaises actions peuvent fragiliser ce sentiment. Et nous avons une litanie d'exemples de fragilisation de ce sentiment d'unité nationale. Il faut que le sentiment d'unité nationale ait disparu pour que vous ayez des enfants qui quittent leur région dans le centre pour aller tuer d'autres enfants et qui trouvent ça drôle. Au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, peu importe, et qui trouvent ça drôle. Cela veut dire qu'ils ne se sentent pas les frères et les sœurs des personnes qu'ils sont en train de tuer. Quand vous avez un jeune qui viole une jeune femme, qui brûle une maison, et je parle d'un jeune, hein, je ne lui ai donné ni casquette, ni fonction, ni origine. Qu'il se trouve que le brûlé et le brûleur sont du même pays, vous avez un problème d'unité nationale. Comment est-ce que nous proposons de régler ce problème? Oui, on peut utiliser une discussion sur les outils qui ont été mis en place. Par exemple, les leaders de la contestation séparatiste ont dit « Nous voulons avoir une conversation sur la forme de l'État parce qu'il nous paraît que c'est la solution pour mieux vivre au Cameroun. » Il y en a qui ont dit on veut un État fédéral, on veut revenir à avant 1961. Il y en a qui ont dit de toute façon nous voulons notre État à nous parce qu'on ne peut plus vous faire confiance. Soit. On ne peut pas répondre à leur place à cette question. Et là aussi, c'est le point de divergence entre nous. Je considère qu'il faut laisser les personnes... Je retiens que vous n'avez pas de position. Il faut laisser les personnes, vous retiendrez quand j'aurai terminé de m'exprimer. Non, mais c'est un débat, vous n'allez pas parler 15 minutes, j'ai d'autres choses à vous dire aussi, ou à dire au Camerounais. Terminez, que je parle aussi. Bien. Et nous avons encore 2 minutes. Voilà, justement. C'est un débat que nous devons avoir. Quelle est la forme aujourd'hui que cet État doit avoir pour garantir que chaque communauté de Camerounais s'y sente bien et respectée et protégée pour ce qu'elle est? J'ai une position sur la question. Je crois que la délégation d'une partie de la souveraineté à certaines régions pourrait
créer j'ai envie de dire, créer les conditions pour voir renaître cette confiance dans le fait que nous pouvons avoir dans la décentralisation. Destinée commune. Vous pouvez déléguer ces pouvoirs dans le cadre de la décentralisation. Quelque chose qui doit être discuté et construit ensemble. Et cela veut dire, pour moi, que pour résoudre ce problème, il n'est pas important tant d'affirmer, de marteler ou d'imposer ces solutions que de s'assurer qu'une conversation soit engagée et conduite à son terme, avec succès, le début de la crise, sur ce que veulent les différentes parties prenantes. Alors, je voulais dire, et de temps en temps, je vois que votre séjour ne vous a pas beaucoup appris, vous rechutez. Est-ce que vous trouvez sérieux, et là, ça vous revient naturellement, vous trouvez sérieux en tant que responsable politique de niveau national de dire à tous les Camerounais que l'armée camerounaise, les forces de sécurité et de défense qui travaillent dans le nord-ouest et du sud-ouest, vous résumez ça en un jeune du centre aller dans le nord-ouest et le sud-ouest tuer ses frères. Les forces de défense, vous voyez l'image que vous diffusez de votre nation, que vous dites aimer tant. Les forces de défense et de sécurité au Cameroun, c'est le jeune du centre, vous pensez? Là, vous revenez à vos origines idéologiques, en tout cas, vos méthodes d'avant. Mais je voulais dire ceci. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur les outils qui peuvent amener un État unitaire. Mais c'est le point sur lequel j'insiste. Ce n'est pas le problème de la décision. Il ne faut pas vendre aux Camerounais qui prend la décision. Il y a la décentralisation aujourd'hui. Mais c'est surtout ce que vous-même vous avez dit. Comment on le vit? Comment on le vit? La décentralisation, elle est faite sur la base des territoires. Les revendications de fédéralisme ou même de sécession le sont. Et vous faites semblant de l'ignorer sur une base communautaire. Nous sommes républicains. C'est ce que les pères fondateurs ont laissé. Et c'est ce rêve républicain. Quand vous dites que ça ne marche pas, le rêve républicain, c'est pour ça que dit vous êtes paresseux et politiquement et intellectuellement. Vous devez proposer des solutions pour perpétuer ce rêve. Et nous sommes, le fédéralisme aux États-Unis n'est pas né sur la base d'un communautarisme, c'est-à-dire de la confédération en passant par la solution d'union nationale de William Penn, et c'est jusqu'à 1787. Ça a été sur la base des territoires et des citoyens, non pas des Indiens opposés aux Noirs ou aux Anglais d'origine ou à telle communauté. C'était sur la base des territoires avec un certain nombre de contextes historiques. Nous avons une gangrène et vous y avez contribué. C'est l'immaturité de notre État qui est encore, qui ne met pas encore l'intérêt national et la République au-dessus des appartenances primitives que sont les tribus et les États. C'est ce que j'allais dire. Merci Jean-Baptiste Atemengue, nous avons noté. Un petit commentaire peut-être en 30 secondes sur ce qui a été dit pour des soucis d'équité. Est-ce que vous voulez rebondir en 30 secondes sur ce que vient de dire Jean-Baptiste Atemengue? Sur des incitations à la haine tribale ou des propos qui c'est ce que heurtent vous la... faire, par vos déclarations. Mais je n'ai rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Oui. Merci Jean-Baptiste Atemengue, merci d'être passé par ici pour ce débat dans l'arène. Nous devrions normalement poursuivre là où vous nous avez laissé, mais nous sommes obligés de revenir sur la première dorsale parce que pendant que vous aviez cet échange, je suis allé sur le site du MRC regarder les statuts du parti. Alors j'ai noté que l'article 28 dit le président, le vice-président, le secrétaire général, le trésorier national sont élus de chaque convention pour un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois. C'est-à-dire le président national du MRC, ses vice-présidents, le secrétaire général et le trésorier sont élus pour 3 mandats. Ils peuvent concourir à 3 mandats successifs.
À ma connaissance, lors de la convention de 2018, nous avons modifié... Vous avez modifié ces dispositions. À ma connaissance, maintenant, vous semez le doute dans mon esprit. Oui. Je déteste ça, c'est le texte que j'ai retrouvé en ligne sans avoir sur le le texte. site. Là, c'est l'avocat. Et en tout état de cause, ça ne change rien à ce que j'ai Vous serez candidate dans tous les cas. Je ne crois pas que ça change grand-chose. Non, allez-y sereinement. Je ne crois pas que ça change grand-chose à l'action du professeur Kamto aujourd'hui. Donc, et il y a nous en reparlerons certainement. Voilà, il y a cette autre question qui m'est venue d'un téléspectateur. Là, je l'avoue. Monsieur Kamto a été élu une seule fois président du MRC. C'est vrai? Pas au cours d'une convention. Oui, parce que, oui, bien sûr que c'est vrai. Dans ce cas, même s'il était réélu, il pouvait être réélu qu'une seule fois. Il lui reste un deuxième mandat. Vous lui poserez la question. Ce que nous avons mis en place, c'est la limitation des mandats, pas la limitation des élections. Mais vous lui poserez la question. Ah, d'accord. Le premier mandat, 2013 à 2012 à 2018. Et le deuxième mandat, à partir de 2018 jusqu'en 2023, lorsqu'il organise les prochaines élections. En tout cas, on va voir si ces statuts ont été retoqués au cours de la convention de 2018. Mais le statut en ligne, posté en ligne sur le site du MRC, c'est celui que je viens de citer. Alors, Maître Michel.